Donc, je vais regarder une autre fois. Parfait. Donc, bonsoir tout le monde. Je suis Ethel Côté. Ça me fait grandement plaisir de vous accueillir à cette soirée assez extraordinaire. Une soirée qui s'est rêvée par plein de gens qui ont mis la main à la pâte et qui ont décidé de faire, malgré tout, malgré la pandémie, malgré le mode virtuel, ont choisi de mettre le monde littéraire en ligne et de le rendre vivant. Donc, je suis Ethel Côté, je suis experte en développement stratégique à la FOSDG et quand on a lancé un pavé dans la mare, il y a des gens qui l'ont attrapé au vol et Mario Gagnon en fait partie. Il a relancé l'amalgame et on arrive avec le projet de Raconte l'Est ontarien. Moi, je ne vous en dirai pas plus que ça parce que je vais jouer le rôle un peu en sourdine d'appui logistique. Mais ceci dit, pendant l'activité, quand les gens vont vous présenter l'organisation, l'activité et après la lecture, il y aura aussi un moment d'entrevue. Si vous voulez poser des questions à l'auteur ou aussi au président d'Amalgame, vous êtes très à l'aise de le faire. Il y a des gens qui vont être sur Facebook, soit la page Facebook de la FOSDG ou soit la page Facebook de l'amalgame des arts. Et à ce moment-là, moi, j'irai sur les pages. Et s'il y a des commentaires là aussi, on pourra les partager à l'auteur et à l'amalgame des arts. Mais merci du fond du cœur d'être là. Je pense qu'il faut prendre soin de nous et les arts et les lettres sont toujours au cœur de ce bien-être qu'on peut créer. Donc, sur ce, je vais passer tout de suite la parole à la personne qui va réellement lancer l'activité. C'est quelqu'un qui n'a pas compté ses heures, qui a relayé la publicité. Moi, je suis convaincue qu'on va voir les statistiques, il y a dû y avoir des milliers de personnes, parce que seulement la publicité en ligne, il y avait 2300 personnes qui l'avaient vue. Ça, c'est sans voir tous les autres sites. C'est une personne qui a mobilisé son équipe. C'est le président de l'Amalgame des arts, Mario Gagnon, qui va être le chef d'orchestre, mais qui va donner le ton à l'activité aussi. Moi, je vais enlever ma caméra, je vais me mettre en mode silencieux et Mario, si tu as un problème technique, je vais être là, mais si jamais tu peux m'écrire un chat ou je reviendrai si jamais il y a un petit problème, mais la parole est à vous, messieurs. Bon, ben, merci beaucoup, Ethel. Et puis, je vous souhaite toute la bienvenue à notre premier webinaire intitulé Raconte l'Est ontarien. Ça, bien sûr, c'est en collaboration avec l'ACFO et puis les éditions David. Fait qu'on est bien fiers de nos écrivains. Ce soir, on a le plaisir d'avoir avec nous un des 40 écrivains dont le texte a été choisi dans un cadre du concours qui avait été lancé par les éditions David au printemps 2009, je crois, Monsieur Robert Poirier. Et puis, on va être capable de savoir un peu plus de lui. Et puis aussi, à la fin, il va nous lire son beau texte qu'il a écrit. Les héros ou les méchants? On va savoir un peu plus tout à l'heure qu'est-ce qu'il veut dire par ça. Bonsoir, Robert. Robert, mets ton microphone, s'il vous plaît. Là, bonsoir. Je viens d'allumer. Bon, ben bonsoir, Ça commence Robert. bien. Bonsoir. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Ben, fait de moi? Bon, c'est difficile de parler de moi sans parler de ma famille. Écoute, je suis natif de Cornwall. Je n'ai pas ma date de naissance, mais mes cheveux peuvent confirmer qu'il y a un bout de temps que je suis né. Élevé à Cornwall, éduqué à l'Université d'Ottawa. Je suis allé à la Citadelle avant ça. Jean 23, l'école Nativité qui était là dans le temps. Donc, ça me date un peu. Et puis, j'ai fait carrière surtout en enseignement, et en théâtre un peu, mais surtout en enseignement du théâtre et du français langue seconde. Commencé à Ottawa, puis ensuite ici à Cornwall, à l'école CCVS, où j'enseignais, crois-le pas, le français en immersion, et puis où j'ai été chargé un moment donné des programmes des arts. On avait une grosse troupe de théâtre, une grosse compagnie de danse, aussi une chorale qui a fait le tour, vraiment le tour des États-Unis et de l'Europe un moment donné. Moi, j'étais responsable du théâtre. Donc, on a monté des comédies musicales. Et puis,
c'est le fun de revenir chez nous, le plus près de ma famille. C'est ça qui nous a motivés, moi et mon épouse Monique, de déménager à Cornwall, le fait qu'on avait de la famille ici. Que je suis là. Bon, c'est un peu moi. Puis moi, j'aimerais bien savoir, justement, quand tu as su qu'il y avait un concours des éditions David, qu'est-ce qui t'a amené à choisir ou t'inspirer pour écrire ton texte? Mais premièrement, j'étais bien heureux de savoir qu'on avait lancé le concours, plus précisément qu'on avait lancé le concours sur l'histoire de l'Est ontarien. D'accord? Moi, je suis toujours pensé qu'on avait des histoires à conter ici, qu'on est on est on va dire un peuple, je ne sais pas trop, là, mais une communauté francophone, qui est assez résistante, malgré tous les changements depuis les quelques années, puis là où je suis né, dans une famille de 7 enfants, dans un petit quartier, un petit cul-de-sac, là, vous allez voir dans le récit tantôt où je raconte un peu à quoi ressemblait mon monde lorsque j'ai grandi. Mais il y a tellement d'histoires à compter, puis c'est l'histoire en même temps qui, si vous écoutez bien, vous lisez bien entre les lignes, qui raconte un peu notre ouverture et notre monde, comment on commence à s'ouvrir un peu sur un monde. C'est l'histoire de notre francophonie. Donc, c'est ça que j'ai apprécié et puis c'est ça qui m'a motivé à écrire. Il y a tellement d'histoires avec des gens qui déménageaient, qui sont arrivés à Cornwall pendant l'industrialisation avec le coton, d'autres qui ont, avec ça, ouvert des commerces. Il y a des francophones qui venaient un peu du Québec, un peu de l'Est ontarien, qui ont migré ici, puis qui ont créé vraiment une communauté francophone qui, avant l'amalgamation de la ville de Cornwall, dans ce qu'on appelait les townships, on vivait comme un village, jadis, un village vraiment qui ressemblait peut-être à des villages qu'il y avait au Québec. Donc. C'est intéressant. Ça fait que là, j'aimerais bien ça l'entendre, ton texte, puis amène-nous à ton enfance, fais-nous vivre tes souvenirs. Puis je suis bien curieux de savoir c'est quoi ici, c'est qui le méchant, c'est qui le héros. Tu parles de ça? Ah, bon, ben écoute, je sais pas, historiquement, c'est intéressant Cornwall aussi parce que notre position géographique fait en tête que pendant longtemps avant de la construction des autoroutes 401 puis la 20, on était comme notre fameux chemin Montréal faisait partie du système d'autoroute qui reliait Toronto à Montréal. D'accord? Donc, pendant des années, Cornwall était comme un arrêt pour des gens en s'en allant soit vers Toronto, soit vers Montréal. En particulier, vous allez voir qu'on va parler dans le texte de la lutte. D'accord? Puis en grandissant, ce qui était le fun, c'est que les matchs qu'on voyait sur des émissions de télé, comme, je ne sais pas si vous l'appelez Sur le matelas, ou, etc., qui se passent seulement le samedi, là, puis on voyait les vedettes de la lutte, etc. Mais souvent, ils venaient à Cornwall quelques jours ou quelques semaines pour pratiquer, disons, pratiquer leur mise en scène, disons, pas pour dire pour ceux qui croient en la lutte que c'est pas du fake, là, mais c'est ce qui arrivait souvent. Donc, moi, dans ma jeunesse, vous allez voir aussi dans le texte, j'avais le fun d'aller voir, les aller voir à l'Arena Water Street Arena. C'est grand de la lutte. Là. On avait des Rougeaux, puis des Mad Dog, puis les Leduc, etc. Les voir lutter, puis la fin de semaine d'après, regarder la télé, puis les voir encore, à la télé, mais jouer, c'est la mise en scène, là, mais les voir lutter contre les mêmes adversaires qu'ils avaient rencontrés à Cornwall il y a peut-être une semaine d'avant. Donc, c'est un peu ça. Puis pour nous, ces personnages-là, c'était plus grand que. C'était des héros, tu sais. Mais parmi les héros des Rougeaux, puis des Leduc, etc., il y avait les méchants. Puis nous autres, on aimait ça jouer à la lutte. Hein? Donc, on prenait ces personnages-là, on s'inventait des personnages, tu sais, on devenait soit des héros, soit des méchants. On s'amusait avec ça.
je t'inviterais à partager ton texte. J'ai l'eau à la bouche, là. Ah, tu veux que je commence à lire le texte? J'anticipe. Ah, OK. Bien, je vais raconter le texte. Moi, je vais OK. Donc, je commence. Et puis là, si vous avez des questions, bien, on va les poser ensuite. OK? Donc, le titre, Le héros ou le méchant. Dans la ville où j'ai grandi, dans l'Est ontarien, et pas loin de Montréal, il y avait des noms de famille comme les Poiriers, les Beauchemins, les Chaussées, les Faubert, les Billettes, les Ladouceur, et d'autres noms qui, trop souvent aujourd'hui, se prononcent ou s'écrivent pour être mieux compris en anglais. Mon enfance se limitait à des frontières précises. Il ne fallait jamais traverser sans être accompagné d'un adulte ou avant d'avoir atteint l'âge de la maturité. Il y avait le chemin Montréal au nord, la rue Marlborough à l'ouest, la Saint-Félix à l'est et la rue William au sud. Tout ce qui se trouvait au-delà de ces bornes était mystérieux, inconnu, méchant, dangereux ou anglais. À l'intérieur de ces limites, on trouvait tout pour répondre aux besoins des familles typiques de 4 à 8 enfants qui peuplaient notre voisinage. Il y avait le magasin de vêtements pour enfants, le magasin de souliers, le bijoutier, le magasin de fourrure, le cinéma, la salle de quai, les restaurants canadiens et chinois, l'hôtel, les bars, les bureaux de docteurs, le dentiste, l'oculiste, le pharmacien, les épiceries, les bouchers, les petits magasins, l'église, les écoles et le salon funéraire. En fait, on pouvait naître, vivre, pécher, se faire pardonner et mourir sans jamais quitter notre village. Nous avons grandi au bord du Saint-Laurent. Nos terrains de jeu, nos forts d'hiver et nos cachettes secrètes se trouvaient dans les arbres ou les arbustes de nos voisins, dans les cours arrière, sous les escaliers ou même sous les galeries de maisons bâties dans le fond des cours ou sur des demi-lots. On explorait le vieux port, le canal et les anciens dry docks et les vieux moulins de coton abandonnés. On jouait, on embrassait la voisine en cachette, on se battait à coups de poing avec nos amis ou notre frère et on se réconciliait avec une poignée de main à l'ombre du grand clocher de l'église de la Nativité de la bienheureuse Vierge Marie. Plus jeune, on entrait à la maison avant le bonhomme 7 heures. Plus vieux, on entrait au couvre-feu de 10 heures marqué par le son du sifflet de Court Halls. 2 magasins ou 2 occasions nous permettaient de nous aventurer à l'ouest de la rue Marlborough, là où le chemin Montréal devenait Water Street. La première se faisait en autobus électrique vers le centre-ville sur la rue Pitt. Accompagné d'une grande sœur ou de notre mère, on se rendait sur la Pitt pour aller au Sears, au People's ou au Beamish. Et si on était sage, on pouvait se faire payer un lunch au snack bar de Zellers. Mais la plus grande sortie pour moi se faisait à pied, accompagné de mon grand frère au Water Street Arena. On pouvait y voir nos héros de la télé, les surhommes du matelas de lutte. Le monde de la lutte était comme le nôtre, divisé entre des bons et des méchants, le connu ou l'étranger. On se reconnaissait dans les Rougeaux, les Leduc, les Édouard Carpentier et les Jean Ferré. Les inconnus des étrangers avaient pour leur part des noms comme Eddie Creechman, Killer Kowalski, Don Leo Jonathan et Abdullah the Butcher. L'entrée, pour nous, se faisait à l'arrière de l'aréna après le début du spectacle. Le cousin de ma mère, Jerry, nous ouvrait la porte de service, puis on glissait dans la foule. Jerry, lui, travaillait comme agent de sécurité en coulisses dans le vieil aréna de bois. Il avait accès aux boîtes privées et aux vestiaires. Son poste était à l'entrée de la porte des vestiaires des vedettes. Il avait lui-même l'allure de le lutteur, hein? Et avec ses 6 pieds 4, ses cheveux peignés à la Elvis, la peau bien bronzée, les mains de la grosseur d'un gars de baseball. La seule chose qui distinguait des lutteurs, c'était son beau dentier avec des dents blanches, droites et parfaites. À ses côtés, on avait le privilège de serrer la main de nos héros. Derrière lui, on pouvait huer en pleine face des méchants en toute confiance.
Le mercredi soir humide et chaud du mois de juillet, de mes 13 ans, Jerry nous a ouvert la porte pour qu'on assiste à un match mettant en vedette Tarzan la bottine Tyler et Gilles de Fiche Poisson contre les Rougeaux. La bataille était pleine d'acrobaties, de tricheries, de gérants croches et d'arbitres aveugles qui se laissaient passer des vertes et des pas mûres. Mais à la fin, ce sont les Rougeaux qui sont sortis vainqueurs. Avant d'entrer chez nous ce soir-là, Jerry nous amena au Grand Hotel pour un coke. À l'angle de la rue Marlborough et du chemin Montréal, l'entrée au Grand Hotel ou le Pink Palace, appelé ainsi à cause de son extérieur en stucco rose, il était interdit aux jeunes. Mais Jerry, bien connu du barman, nous amena au bar et nous acheta notre boisson gazeuse et nous dit de rester assis bien tranquille. Quelques minutes plus tard, à notre grande surprise, entrèrent Tarzan la bottine Tyler, Gilles de Fiche Poisson, les Rougeaux, la plupart des autres lutteurs qui, quelques minutes auparavant, s'étaient affrontés dans le ring. On assistait à tout un autre spectacle. Ces ennemis mortels trinquaient ensemble et se donnaient des tapes dans le dos tout en se taquinant. Assis au milieu, il y avait Jerry. Ensemble, ils discutaient du match, des changements qu'il faudrait apporter samedi prochain pour le match de championnat à Montréal. Après quelques verres, tous, sauf Jerry, quittèrent le bar et embarquèrent dans la même voiture pour le retour au Québec. Tout ça de revue à la maison ce soir-là, sans se parler, mon frère et moi. Le samedi suivant, à la télé, on regardait le match entre Rougeau, Tarzan et Gilles. On y voyait les mêmes acrobaties, les mêmes arbitres et quelques nouvelles tricheries. Et à la fin, ce furent les mêmes résultats. Et ce soir-là, on avait bien compris que le monde de la lutte professionnelle ressemblait plus au nôtre qu'on ne pensait. Les jeux de guerre et d'espions qu'on jouait dans nos cours arrière se planifiaient et se négociaient entre amis. On savait que cela finirait toujours par un gagnant ou un perdant et que tout le monde aurait sa chance de jouer plus tard un héros ou un méchant. Voilà. Excellent. Mon Dieu, c'est venu me chercher. Je fais partie de cette génération-là qui écoutait aussi, hein, c'est pas juste l'affaire de gars, là, on écoutait ça. Moi aussi, j'écoutais ça, la lutte, puis c'est tous des personnages que je connais. Autant les personnages qui font peur que les personnages qu'on a mis sur des piédestals. Et merci de ce conte que tu nous as raconté avec une belle énergie. Maintenant, on va, puis Mario aussi, si jamais tu as d'autres commentaires, tu pourras aussi les faire, mais je vais inviter les gens qui sont soit sur le Zoom, si vous avez des commentaires ou des questions pour l'auteur, ça serait le temps, mais il y en a un en ligne, c'est Diane Poirier. On se posait la question, on était sûr qu'elle était pour être soit sur le Zoom ou le Facebook, puis elle dit, Madame Poirier, puis elle fait sans doute partie des Poiriers que vous avez nommés dans votre texte. Ayant lu son texte, je vois la vie dans l'Est de Cornwall et ça colle très bien à la réalité de l'époque. Puis après ça, beaucoup de commentaires des gens qui apprécient vous avoir entendu raconter. Dans la boîte de conversation, wow, que de souvenirs de notre patelin par Lynn Bray. Vous pouvez activer votre micro si vous voulez faire un commentaire de vive voix. Moi, j'aurais une question pour vous, Robert. Oui. Quand on s'assoit, est-ce que c'est votre premier texte qui est publié ou c'est En après fait, avoir publié beaucoup de j'étais textes? assez chanceux. Dans ma vie professionnelle, j'ai publié des textes surtout des textes en éducation, en français langue seconde, entre autres une série d'unités puis de chapitres dans une collection 1000 images et 1000 mots, mais c'était surtout des textes pour des écoles. J'avais fait des chapitres sur le théâtre, etc., 1000 mots. Puis j'ai aussi écrit des textes, des guides scolaires, de genre, beaucoup de choses professionnelles. Dans ma vie professionnelle, comme enseignant de français langue seconde et de théâtre, souvent en français langue seconde, tout enseignant va vous dire qu'on est toujours en train de composer, d'adapter des textes pour des jeunes, donc sans nécessairement être publié. On écrit tout le temps, là, tu sais.
Mais pour vous mettre dans la peau d'un auteur qui va être publié dans un livre avec d'autres textes d'auteurs par une maison d'édition, comment on se prépare à ça? Comment on vit l'expérience? Surtout comment on accueille la nouvelle quand on sait que là, cette fois-ci, ça va être aussi publié, ça va être rendu dans le vaste public accessible à plein de monde qui vont lire ces histoires-là. Comment on se sent? Comment on se prépare? Ben, on se prépare dans le sens que, en étant certain qu'on a une histoire à raconter, je pense tu sais, c'est le cliché classique, tout le monde a une histoire à raconter, mais moi, je pense vraiment qu'ici, là, dans notre vécu, dans notre petite ville, là, dans notre petit village, là, puis partout, là, on a des histoires qui sont, tu sais, qui sont prêtes à se faire raconter. Là, tu sais, moi, le thème, juste raconte-moi l'Est ontarien, m'a motivé dans le sens. Puis j'ai toujours ce goût-là de vouloir partager. Écoute, on est d'une famille de 7 avec des personnages assez colorés. Dans mon voisinage aussi, là, il y a les voisins. Tu sais, je ne sais pas si tu peux imaginer un cul-de-sac où nos maisons faisaient face à l'arrière, au cours arrière de d'autres gens. Et puis, on passait des soirées à se raconter des histoires. Donc, défi, peut-être, on voit ça comme un défi. On se prépare en disant qu'on a quelque chose à partager je pense, qui est particulier, tu sais, dans notre vécu personnel et puis, tu sais, dans notre expérience comme groupe de francophones au Québec, là, tu sais, qui continue tu sais, à grandir là, tu sais, de différentes façons. Tu sais, on vit excusez. Il y a dans les commentaires, les gens, vous êtes venus les chercher comme moi, dans les souvenirs. Merci beaucoup d'avoir partagé, c'est fantastique. Il y a même quelqu'un qui a dit, mon mari et moi sommes natifs de Cornwall. Il a grandi sur la rue Saint-Félix. Quelle belle surprise de retrouver ces noms de rues, de commerces et tous ces détails qui nous rappellent notre enfance. Puis il y en a une autre, plus pratique, je pense que vous leur avez donné la piqûre, puis on sait qu'il va y avoir 3 autres capsules littéraires avec d'autres auteurs, mais déjà, on veut savoir où est-ce qu'on peut l'acheter, ce livre-là. Est-ce que vous êtes capable de partager l'information? Où qu'on peut se procurer ce livre pour lire votre texte et lire les autres auteurs? Mais je vous encouragerais d'aller chercher le site web des éditions David, qui est une maison d'édition d'Ottawa. Donc, si vous voulez, éditiondavid.com, commencez par là et faites. Donc, ils ont publié, en fait, il y a je pense que 1000 copies de publiées. D'accord. Puis, j'aimerais dire que c'est disponible dans tous vos bons libraires, mais je pense que c'est plus facile d'entendre où on est, de contacter direct la maison d'édition. Donc, l'édition David, édition.david.com. David comme David. Exact. Oui, je l'ai mis dans le chat de Zoom, puis je vais le mettre aussi un peu plus tard sur la page Facebook. Oui, Mario, tu avais un complément? Pour rajouter aussi que regardez notre page Facebook, les éditions David nous ont donné 3 volumes pour faire la promotion de nos capsules, de nos webinaires. Fait que regardez la page de l'amalgame et puis on a des concours de lancer. Fait que je vais relancer les concours. On a 3 volumes à faire tirer. Fait que à la fin on a 4 capsules. À la fin des 4 capsules, quelqu'un de vous pourrait gagner une copie gratuite aussi des éditions David. Oui. Là, il y a des gens qui disent que ça serait le fun de prendre le micro. Il y en a qui essayent d'activer leur micro. Vous pouvez toujours écrire dans la boîte de conversation. Il y en a qui disent que c'est une grosse jasette. Ceci dit, beaucoup d'interventions. Je ne vois pas sur ta page, Mario, si de ton côté, il y a eu des commentaires ou des questions. Ça serait intéressant avant de boucler. Puis avant de terminer, assurément, on va faire les remerciements d'usage, mais de tous les collaborateurs, de l'auteur, de l'organisateur, mais aussi annoncer les 3 prochaines capsules. Donc, je te laisse aller voir en ligne, Mario, s'il y a des commentaires sur la page de l'Amalgame. Beaucoup de monde qui écrivent merci. Ah, il y a une question. Est-ce que Jerry était réellement là ou un porte-parole de ton texte? Écoute, Jerry était là. Et puis, souvent, écoute, c'est embelli, hein? C'est un récit basé sur des faits réels, OK?
ce soir-là, à ce bar-là, ce n'était pas nécessairement ces personnages-là. Mais Jerry, oui, c'était le cousin de ma mère, puis lui était parmi. Puis des fois, il nous ouvrait la porte, des fois, on payait pour entrer. Mais la plupart du temps, on se faisait rendez-vous, puis il nous ouvrait la porte tout après le début du spectacle. Puis je me rappelle une fois, ça c'est vrai, par exemple, d'être passé par on appelle le Pink Palace, le fameux Grand Hotel, tu sais, puis prendre un coke, puis d'avoir vu, avec lui m'acheter un coke, là, puis d'avoir vu des lutteurs entrer, là, tu sais. Puis ça m'avait, tu sais, Daniel, je ne sais pas s'il était là, peut-être qu'il était là, mais non, Jerry, c'est pas juste un porte-parole, c'est un autre personnage des plus grands que grands de nos enfances. On a tous eu c'est un cousin de ma mère, hein? Puis on a tous ces personnages-là. Je pense que ces gros, grands personnages-là, là, tu sais, dans nos vies. Et là, il y avait une autre mention. Bravo, Robert. Je venais visiter mes grands-parents ici à Cornwall. Tu m'as fait revivre ma jeunesse. Je me souviens de tous ces magasins. Il y a une autre personne, Mélanie, qui écrit « J'habite à Pincourt, Québec. C'est surprenant combien de gens ne savent pas qu'il y a une communauté francophone en Ontario. » Donc, un petit coucou. Merci, Mélanie. Et toi, Mario, de ton côté, est-ce que tu as des questions ou des commentaires? Non, j'ai quelqu'un qui a levé la main. Je crois ici Mme Thériault. Oui, je voulais simplement faire la remarque lorsque Robert a mentionné le fait que l'Est de Cornwall était tellement francophone. Je me rappelle quand j'étais jeune, justement, dans mon petit monde, pour moi, je pensais que Cornwall, je pensais que l'Ontario, je pensais qu'on était tous des francophones. Ouais. Je n'avais jamais réalisé qu'il y avait une partie de Cornwall qui était anglophone parce que, je veux dire, le français était tellement présent dans tout mon entourage, dans ma rue, dans mon école, mon église, le magasin Marion au coin de chez nous. C'était tous des gens qui parlaient le français. Je réalisais même pas qu'il y avait de l'anglais dans mon patelin. Donc, c'est vraiment des beaux souvenirs, Robert. Puis, merci beaucoup de l'avoir mis en écrit parce que c'est de l'histoire qui se mérite d'être écrite puis d'être transmise. Puis, une fois que c'est écrit, ben, on ne peut pas l'oublier parce que c'est là, c'est écrit. Puis, merci. Ça me rappelle, tu sais, la première fois que j'ai rencontré quelqu'un, j'étais comme toi, là, tu sais, tout le monde parlait français. Puis même si quelqu'un parlait anglais, il connaissait le français, tu sais. Mais je pense que j'avais comme peut-être 12-13 ans avant que je rencontre quelqu'un qui ne comprenait pas le français. Puis ça m'avait épaté que quelqu'un puisse exister dans le monde qui ne connaissait pas le français. Tu sais, il parlait anglais, mais c'est vraiment ça que tu ne peux pas comprendre le français. Tu sais, c'est juste pour faire l'écho un peu de ce que tu disais, tu sais. Je ne sais pas si Rose, tu veux activer ton micro ou tu préfères que je lise ton commentaire? Oui? OK. Donc, Rose te dit « Merci de laisser une image souvenir pour les prochaines générations qui ne connaîtront jamais ce vécu unique dans notre ville industrielle. » Et sur notre page de l'ACFO, il y a encore beaucoup de remerciements et on a beaucoup de mamans, grand-mamans, arrière-grand-mamans en ligne. Je pense que c'est vraiment un patrimoine vivant que par ton texte, tu nous partages. C'est très touchant. Je ne vois pas nécessairement d'autres commentaires. Peut-être te laisse... Oui, Mario, vas-y. J'ai vu que Muriel avait levé la main. Ah, allez-y. Il y a des mutés. Muriel, débarque ton micro. On ne t'entend pas. Je l'avais. Okay, c'est beau. Je voulais commencer par te féliciter. C'était vraiment, vraiment un beau texte. Merci, Muriel. Et puis, je trouve qu'en très peu de temps, tu m'as ramené là, dans des souvenirs là, que j'avais mis de côté. Puis, c'est juste une joie, là, tu sais, de juste retourner en arrière comme ça. Puis quand tu as parlé de la lutte, comme la lutte, nous autres, on était 4 filles puis un garçon. Donc, mon frère, qu'on avait 2 ans de différence seulement, ben c'était moi le rougeau du samedi après-midi. Donc, la lutte chez nous, dans la cuisine, ben,
Moi et mon frère, c'est ça. C'était de la lutte, puis j'ai toujours aimé ça, avoir ce petit temps-là avec lui, là, tu sais. Et puis, au niveau de la langue, ce que je trouvais drôle, moi, puis ce que je peux me souvenir le plus, c'est que pour moi, quand j'étais jeune, si tu parlais l'anglais, tu étais protestant. C'était comme ça. Puis les catholiques étaient... Les autres parlaient français, puis les protestants parlaient l'anglais. Jusqu'à temps que je prenne une marche de l'autre côté de la pite. Tu sais? Fait que, à ce temps-là, c'était notre réalité, puis il n'y avait pas d'autres langues. On écoutait la télévision, c'était juste en français. On vivait en français, les voisins, les amis, l'école. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que c'est... puis les magasins de coin chez Cuerrier, aller chercher des petits cornets de crème glacée. En tout cas, tout ça pour dire que de ton texte, ça m'a ramené plein de très, très beaux souvenirs, puis qui sont très précieux. Puis comme tu dis, une fois, maintenant que c'est écrit, que c'est publié, on ne pourra pas l'oublier. C'est fait, c'est là, puis pour longtemps. Fait que je te remercie beaucoup. Maintenant, tu es enregistré, tu es sur le gros web. Tu vas être sur YouTube. Sur le canal. Mon 15 minutes de... Ouais. Écoute, Béliette, tu mentionnes deux choses. Hein? Tu me fais penser que moi, quand tu parles de lutter avec ton frère, tu sais, nous autres, chez nous, le plus jeune était trisomique. Hein? Et puis on jouait beaucoup à la lutte avec lui. Hein? Puis c'était toujours lui le bon, puis nous autres, toujours le méchant. Tu sais, mais ce qui était le fun, c'est qu'il était tout petit, hein? Puis on pouvait l'élever dans les airs, puis faire toutes sortes de... puis il aimait ça. Mais en même temps, tu sais, pour des... Tu mentionnes ça, tu as le moment avec ton frère. Tu sais, pour des gars de cette époque-là, c'était comme ça qu'on pouvait montrer notre affection là, envers l'autre, tu sais, le roughhousing, là, tu sais, la lutte, etc. Vraiment, c'était ça. Puis, donc, tu me rappelles de ça, puis c'est pour Michael, le plus jeune chez nous, là, on était tous des... C'était toujours lui le bon, là, puis on gagnait tout le temps. Hein? Mais c'était une façon de dire. Puis encore aujourd'hui, à l'âge qu'on a, quand on se rencontre à famille, un jour, si on peut le faire encore, puis j'ai confiance qu'on va être capable de le faire, il y a toujours un moment de nous servir à la lutte. T'sais, on le lève moins facilement, là. Mais tout à l'heure, vous me disiez qu'il y avait peut-être des gens en Irlande qui vous écoutaient. Là, j'avais reçu un message que je ne pouvais pas lire. Mais là, il me dit ma question maintenant en français. Donc, ils ont dû utiliser. Est-ce que les rapports entre francophones et anglo, entre franco et anglo, sont meilleurs maintenant? Je viens d'Irlande, puis je suis une amie de Mélanie. Donc, où est-ce qu'on en est rendu dans cette belle histoire franco-anglo, les bons et les méchants? Robert, as-tu une théorie là-dessus? Wow. Les relations sont, je veux dire, ici où on est, ils sont, c'est tellement une question compliquée. Tu sais, il n'y a plus l'agression qu'on avait, par exemple, lorsque, je me rappelle, ma mère était sur, puis mon frère plus âgé, mes soeurs aussi, ils étaient là présents. Puis moi, je me rappelle, j'étais jeune pendant la grève, la fameuse grève pour la citadelle. Qui s'adonnait à être dans un temps, dans les premiers référendums, l'élection du Parti québécois dans le temps. On a vécu la crise d'octobre dans ce temps-là. Donc, on a poigné un moment donné, un point où c'était vraiment, là, les tensions étaient graves. Avec les années, j'ose dire, ça va être triste en même temps, parce que ça s'est atténué, je pense, ça. Il y a toujours des petits moments où il va y avoir des... on pense à l'école de la fameuse histoire de l'université francophone, l'université française de Toronto, là, les derniers mois, l'épisode de Montfort. Donc, il y a toujours des épisodes qui vont réanimer les feux. Mais la différence, c'est que dans les dernières années, on voit beaucoup plus de support des anglophones pour nos causes qu'on n'a jamais eues. Il va toujours y avoir des gens qui vont être anti-francophones, absolument, c'est les mêmes gens qui sont anti n'importe de quoi qui n'est pas comme eux autres. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. On va mentionner en tout cas des couleurs, etc. Mais
Donc, de ce côté-là, c'est mieux. Il y a aussi la popularité de nos programmes de langue seconde qui sont en train de, tu sais, partout au Canada et même en Ontario, ici où on est, là, il y a tellement d'anglophones qui parlent français maintenant, qui comprennent mieux le français. Parce qu'on a des générations de jeunes qui sont passés, tu sais, à travers des programmes d'immersion, des anglophones qui vont, tu sais, qui vont à des écoles anglophones, des francophones qui vont aux écoles anglophones, des anglophones qui vont aux écoles françaises. Tu sais, on n'a qu'à aller faire de la suppléance un peu ou enseigner dans des écoles de langue anglaise pour savoir qu'il y a plusieurs francophones dans nos classes d'immersion, puis qu'il y a plusieurs anglophones dans nos classes de français. Donc, vous comprenez? Donc, Ben oui. on devient comme un hybride tu sais, de je ne sais pas trop, franco. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah oui, Donc, puis il y a même on a des quelque chose qui est jeunes qui mieux. disent... C'est l'assimilation qui se fait de nos jeunes qui rend que ça soit mieux, ou est-ce que c'est le fait que les anglophones, eux autres, sont plus ouverts au français, sont moins, se sentent moins menacés? Pour notre communauté, je pense qu'il est un peu dans... Bon, en tout cas, on va s'embarquer dans une autre discussion. Là, Un gros débat politique. C'est pas seulement politique, c'est un débat culturel aussi. C'est un débat dans le sens que, à savoir, oui, ces programmes-là de français langue seconde ont beaucoup amélioré les relations des francophones et des anglophones, mais en même temps, tu sais, quoi, au détriment de nos programmes de français langue première. Excuse. Encore beaucoup de bravo, merci. Puis là, Diane Poirier a dit, il y a bien d'autres histoires à découvrir ou à écrire. Peut-être un ou des projets d'avenir pour vous, mais aussi peut-être pour d'autres personnes en ligne avec qui vous auriez donné goût. Puis là, c'est un petit peut-être clin d'œil à vous et à Muriel. Est-ce qu'aujourd'hui, anglo-franco, c'est encore protestant-catholique? Ça revient encore de notre message de l'Irlande, là, de voir est-ce qu'on est encore cloisonné catholique franco. Mais c'était plus un clin d'œil, Muriel, hein, quand tu as mentionné ça, là, parce qu'il y avait des catholiques anglais puis des... Oui, c'est juste que quand tu es tout jeune, puis c'est de la façon que tu penses, c'est très difficile de faire aussi. C'est sûr que logiquement, non, ça n'a aucun bon sens. Hein? Mais quand je pense tout de suite là, comme ça, là, il me semble que je pense encore un petit peu de même, mais non, c'est sûr que non. On évolue. Puis Robert, je t'ai vu beaucoup sourire. Je ne sais pas si c'est un complément ou ça va? Non, mais c'est exact. Non, mais j'ai mes filles, moi, qui, tu sais, j'ai deux belles filles, là, qui sont à l'âge où, tu sais, ils fréquentent des garçons, là, tu sais, puis non, c'est plus de même, je veux dire, je vois plus ça comme ça, même que, my God, tu sais, on regarde nos nouveaux francophones qui nous arrivent, là, tu sais, qui sont de, tu sais, c'est plus des protestants, c'est plus des catholiques non plus. Comprenez? Oui. Donc, ouais. Oui. Puis en même temps, il faut comprendre. Ben oui. Puis il faut comprendre d'où vient la question, hein, parce que des fois, on a peur de poser cette question-là quand il y a une réalité historique. Si on regarde en Irlande, protestant, catholique, c'était très fort. On a fait un clin d'œil, Muriel, tu nous le racontais avec un grand sourire, c'était ta perception d'enfant à l'époque, mais ça peut ramener des souvenirs, puis entre peuples, on peut avoir à dire, mais vous avez vécu ça aussi. Donc, c'est le fun d'avoir précisé. Puis merci beaucoup de ne pas avoir eu peur de poser la question parce que c'est comme ça qu'on tisse des liens entre des gens de diverses cultures, de divers pays. Un autre commentaire, Robert, merci pour le très beau texte, belle initiative et au plaisir d'écouter les autres textes parce que oui, il va y avoir une série. Pour te remercier, dans quelques secondes, je vais passer la parole à Mario, qui va pouvoir te remercier parce que tu es le premier auteur de la série. Tu as brisé la glace, mais comme organisatrice, je me dois, pas juste, je vais te remercier aussi, mais je vais aussi te remercier avec toutes les autres personnes qui t'ont écouté via la voix de Mario. Mais je pense qu'il faut nommer les organisations qui ont rendu ce petit rêve littéraire possible. Donc oui, les éditions David. Le livre a été publié grâce à la contribution du gouvernement canadien de patrimoine canadien. Donc, les gens ont écrit leurs textes. Il y a plusieurs textes qui avaient été écrits, un petit groupe d'auteurs qui ont été publiés. Mais ça, c'est grâce à nos deniers à nous. Hein? On paie nos impôts
chapeau, puis à quelque part, ça nous revient par de beaux projets comme ça, portés par des gens de la communauté qui nous animent. C'est aussi le rêve de l'amalgame, de dire, nous, on pourrait mobiliser nos membres et de proposer quelque chose en mode virtuel. On s'ennuie des uns des autres, de se prendre dans les bras. D'ailleurs, le côté francophone en nous souffre, mais de créer des petits espaces comme ça où est-ce qu'on a des petites bulles d'air de création ou de partage, c'est très chaleureux. Donc, merci à l'Amalgame des Arts d'y avoir pensé, d'avoir proposé ça. Puis merci à la FOSDG qui a décidé de dire, écoutez, dans toute la solidarité entre le milieu communautaire, c'est pas évident de lever de l'argent, de vendre des spectacles, on ne peut pas en faire. Pourquoi pas créer un espace ensemble et de partager un peu certaines ressources pour que tout le monde puisse avoir accès à des talents comme toi, Robert. Et sur ce, je passe la parole à Mario. C'est lui qui a lancé et qui a donné le ton au premier webinaire littéraire pour qu'il te remercie, mais aussi pour qu'il nous annonce la suite, parce qu'il y a une suite. Donc, Mario, la parole est à toi. Pour commencer, Robert, oui, vraiment, là, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Ça a commencé là, au mois de novembre, je crois, qu'on en discutait avec l'amalgame. Puis on se demandait comment on allait faire, et puis justement avec l'aide de l'ACFO, et puis on se relance en ligne. On a eu de l'aide aussi avec le fonds de relance qui nous a permis d'acheter de l'équipement et de vous donner du contenu en ligne. Ça nous permet de partager en même temps. On s'ennuie d'être sur les planches. On s'ennuie de nos activités d'écriture d'actu. Mais de toute façon aussi, on se rencontre ensemble, on peut tout de même discuter. On a des gens, ce que je vois comme c'est là avec la pandémie, on avait tout à l'heure quelqu'un de Kingston que j'ai vu qui était là. On a quelqu'un d'Ottawa, on avait quelqu'un en Irlande. On a un peu partout, j'ai vu des choses partagées, quelque chose qu'on ne voyait pas avant la pandémie. Là, ça permet de partager ou de faire connaître un peu Cornwall, nos talents, de façon un peu plus globale. C'est vraiment excitant. En tout cas, un gros merci, Robert, d'avoir accepté le défi. Et puis, on a trois autres. Pardon? C'est moi qui vous remercie. Puis quand j'ai lu, c'est quand j'ai lu le livre, on était bien faire de Robert, puis on a 2 Robert qui ont été publiés, puis des autres. Et puis on avait ce livre-là, puis ce serait le fun de le partager. C'est une idée comme ça qui. Puis quand l'ACFO avait le projet justement de webinaire, ben, on nous a approchés, pour dire on va le faire. Fait qu'on a, oui, on a d'autres textes qui s'en viennent. On a choisi 4 en fait compte avec des gens qu'on connaissait, qui étaient près de chez nous. Le prochain, ça va être le 3 mars. Et puis, c'est une dame de Kingston. Elle fait partie aussi du Théâtre des Tréteaux. L'Amalgame fait partie aussi d'un réseau qui s'appelle Théâtre Action. Donc, on est relié avec d'autres troupes de théâtre en Ontario. Fait qu'on se réunit normalement tous les 2 ans. Bien sûr, à cause de la pandémie, on ne peut pas, mais là, on est capable d'inviter comme celle-là Mme Louise Larue. Le 3 mars, elle va présenter son texte qui s'appelle « Une ville, 5 objets et 2 amis ». Et puis, on a une autre ensuite qui va être le 17 mars, M. Claude Sauvé d'Alexandria. Lui, il va nous parler d'un tout dernier nouveau souvenir. C'est un texte très touchant. Et puis, en dernier, un autre membre de l'Amalgame, M. Robert Perron, qui va être le 31 mars, qui va être notre dernier de notre série. Parlez-nous. Encore une fois, je vous remercie beaucoup d'être venu. C'est notre première activité en ligne vraiment officielle de l'Amalgame. Je vous remercie beaucoup de votre présence et puis aussi du beau partage que vous avez tout fait avec nous comme ce soir. Un gros merci, Robert, l'ACFO, l'édition David, et puis tous les gens qui nous supportent à travers les années. Bonne fin de soirée, tout le monde. Bonsoir, merci. Bonsoir.